Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Ceuzay, au château de la Cressonnière avec son propriétaire. Bonjour Laurent. Bonjour Alice. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ton quotidien de châtelain? Ça fait quoi déjà de l'être depuis 5 ans, c'est ça? Oui, 5 ans, ça fait 5 ans qu'on est là. Alors, ça fait quoi? Bon, il y a un petit peu de fierté quand même, parce que c'était quand même un peu un rêve d'enfant d'avoir un bâtiment J'imagine. de ce type-là. Ça fait toujours un petit peu rêver. Maintenant, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'idées. Il faut penser à plein de choses en même temps. Puis c'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, ça fait quoi d'être châtelain? C'est vrai que ça fait une vie qui n'est pas ordinaire. C'est ça. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais Presque hein, quand même, presque, ouais, ça devient rare. Hein. c'est un petit peu atypique. Mm. Voilà. Surtout quand on n'est pas issu d'une famille aisée C'est ça. ou d'une famille qui aurait un château de génération en génération. Et Voilà. l'être en 2024, être châtelain, est-ce que ça a évolué? Enfin, c'est plus la même chose qu'à l'époque médiévale. Bien C'est sûr. accessible à tous quelque part? Alors, ça a beaucoup évolué depuis le Moyen-Âge, hein, ça c'est sûr, parce qu'avant c'était réservé à une élite. Mhm. Moi, à aujourd'hui, on peut dire que c'est accessible à un certain nombre de personnes, Mhm. si tant est qu'on en a les moyens, que tout s'aligne bien à un moment donné dans sa vie personnelle ou professionnelle. Mhm. Enfin, c'est un objectif, hein, on peut avoir un objectif et le faire, mais est-ce qu'on peut le faire à 20 ans ou à 40 ou à 30? Ça va peut-être dépendre de certaines personnes, ça je sais pas trop. C'est pas une notion de bourgeoisie ou de noblesse, mais c'est plutôt aider à la préservation du patrimoine français, je pense. Alors le porche d'entrée qu'on voit là, forcément, lui, il n'a pas changé d'image. Il est comme ça depuis 500 ans. Donc ça bouge pas du tout. Par contre, nous, on s'est occupé de tout l'environnement. Donc l'environnement paysager, extérieur et intérieur des jardins. Et puis après, évidemment, on a fait des travaux dans les dépendances. Mais on a beaucoup travaillé sur les jardins depuis 5 ans maintenant, 4-5 ans. Parce qu'on voulait vraiment réaliser un jardin à la française. Moi, quand j'ai visité le château, je me suis tout de suite projeté. Ça correspondait vraiment à ce qu'on pouvait en faire. Que ce soit les dépendances, le visuel, les bâtiments, c'était à la fois romanesque et puis dans son jus, c'était à la fois romantique et un peu dur, un peu soldat. Donc tout correspondait. Je suis pas sûr qu'on puisse l'expliquer, mais c'est un peu comme quand on tombe amoureux de quelqu'un. C'était une évidence. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu 3 époques bien différentes. L'époque médiévale où les gens habitaient dedans, c'était une famille riche qui était là, donc vraiment avec de la noblesse. Une époque un peu plus pauvre avec le domaine agricole. Et maintenant, une nouvelle ère qui arrive depuis 40 ans, avec plutôt un côté touristique et événementiel pour la Vendée. Les moindres problèmes, ça peut prendre une dimension un peu plus importante qu'une maison classique. Moi, si je casse un carreau, après, ici, c'est du vitrail, donc il faut avoir une technique un peu particulière. Si j'ai une fuite d'eau sur la toiture comme aujourd'hui, le toit, il est très très haut, donc je peux pas le faire moi-même. Enfin, voilà, tous les petits problèmes peuvent avoir une ampleur un peu plus grande. Et puis après, à vivre ici au quotidien, nous, on est la première famille à vivre ici dans le château toute l'année depuis la Révolution française. Été comme hiver. Et en hiver, il fait 9 degrés ici, hein. Donc on chauffe pas. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde ne ferait pas, hein. On parle beaucoup de la vie de château, etc. C'est pas vraiment ça. En 2024, les gens qui habitent dans des châteaux, c'est plutôt une vie de travaux, hein. C'est de la restauration, c'est continuer à préserver le patrimoine. C'est pas du tout une vie de château avec des bals et puis des fêtes à n'en plus finir, hein. Et financièrement alors? Financièrement, Ça t'a coûté combien? le château? Ouais. Alors après, nous, c'était en 2000, c'était avant l'époque du Covid, donc c'était en 2018. On a acheté le château à peu près 450 000 euros. Nous, ce qui nous a permis d'acheter ce bâtiment-là, c'est parce qu'on avait une maison en région parisienne où forcément les prix étaient un peu plus élevés. Donc on a vendu notre ancienne maison et on a acheté le château.
Et c'est généralement cette fourchette-là de prix pour les châteaux de cette Non, envergure-là? non, Ça me non, paraît pas cher. le château était affiché à 800 000 euros. Ouais. Après, il faut négocier. Il y a des événements qui font que. Là, c'était un Anglais, il y avait le Brexit. Il voulait partir, moi, je voulais arriver. On a mis 2 mois de négociation, ça a réussi à se faire. Mais attends, t'as négocié 400 000 euros? Ah, bah, moi, j'ai négocié 400 000 euros, oui. Mais attends, mais t'es trop fort, toi! Non, c'était une question de timing, une question. Ouais, peut-être tu pouvais le faire vite, et lui, Moi, il voulait partir et lui, il vite. voulait partir vite. Et donc, l'activité économique du château, en fait, c'est la chambre d'hôte, la salle de réception. Tout l'argent qui rentre par ces 2 biais-là, ça repart tout de suite, en fait, dans les travaux à faire, rénovation du jardin et les améliorations du domaine. Si le propriétaire, l'ancien propriétaire, l'a un peu bradé, 400 000 Oui. euros, ça me paraît. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a des histoires de fantômes? Tu t'es pas quand même méfié de ça? Ben, en fait, alors des histoires de fantômes, moi je pourrais t'en raconter plusieurs. Mais je pense que on va pas avoir assez de temps. Mais effectivement, il y a des choses qu'on n'explique pas trop. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, tu t'en fichais. C'est pas cher, j'achète. J'ai jamais pensé à ça, donc c'était pas très grave en soi. On l'a découvert après. Bon, il faut le prendre à la rigolade, il faut le prendre sereinement en fait, hein. Moi, ça me fait pas trop peur. Et puis l'anglais, lui, de toute façon, il voulait partir, pas forcément à cause de ça, c'était surtout à cause du Brexit, et je pense qu'il avait trop de taxes à payer. Voilà. Et lui, C'est la version officielle, moi, je dis. c'est la version. Ah ben, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu hein, cet anglais-là. Je n'ai vu que l'agent immobilier. En plus. Ouais, je l'ai jamais vu. Donc, un dernier petit conseil pour les personnes qui ont envie peut-être de franchir le pas, d'acheter un château, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, j'aurais peut-être 2 conseils. Donc, le premier conseil, en fait, c'est de pouvoir avoir quand même un équilibre financier. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit raisonné, même si on a de la passion, on a les envies, etc. Il faut quand même bien calculer son coût et voir un petit peu les avantages et les inconvénients de cette opération-là. Et le deuxième conseil, une fois que le premier a été fait, c'est de ne pas avoir peur. Il faut vraiment, en fait, sauter le pas. Parce que si vous avez peur, on le fait pas et après c'est trop tard. Moi je l'ai fait en 2018-2019. Je pense que si je l'avais pas fait à cette époque-là, à aujourd'hui, j'en serais pas là. T'aurais des regrets, du coup? Ah, j'aurais beaucoup de regrets. Bon après c'est difficile d'avoir des regrets sur quelque chose qu'on ne vit Oui. pas, mais je pense que j'aurais pas laissé passer l'occasion de ma vie. C'est vrai, il faut vraiment le faire. Bon, bah merci en tout cas. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour vivre toujours plus de nouvelles aventures en Vendée.